Bienvenue à la série de capsules « Lorsque l'innovation mène à la performance ». Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le grand architecte Louis Lemay de la firme Lemay. Alors, parlez-moi de votre projet. Qu'est-ce qui est la pierre angulaire de ce projet Phoenix? Comment l'idée a commencé? Bon, l'idée a commencé il y a plusieurs années. La firme était en croissance, puis on cherchait à regrouper l'ensemble des effectifs dans un même lieu. Pour nous, la firme est installée dans le sud-ouest depuis 1973. Alors, c'était important de rester dans le même quartier parce que c'est le quartier qu'on a vu développer, qu'on a participé à développer, puis on voulait rester dans le même quartier. Donc, quand on a eu l'opportunité de faire l'acquisition d'un édifice industriel, on l'a fait. Puis, avec le groupe MAC. Donc, plusieurs années après, là, on a mis le projet de l'avant. Et l'objectif, c'était de créer un environnement de travail pour nos collaborateurs qui soit à la fine pointe de ce qu'on prétend à nos clients et de ce qu'on croit que va être le futur. Donc, on a réfléchi sur qu'est-ce qui est l'environnement de travail du futur. Donc, à la base, il y avait plusieurs aspects. Il y avait un aspect de comment on travaille. Historiquement, on travaillait dans des bureaux fermés. Donc, à partir du bureau fermé, on faisait des travaux de concentration, des travaux d'équipe, des réunions. Tout se faisait dans un bureau fermé. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Il n'y a plus de bureau fermé. Il n'y a plus de bureau fermé dédié. On n'a aucun bureau fermé dédié. Moi-même, je suis à air ouverte. OK, ouais. Mais il y a beaucoup de variété d'espace selon le type de travail qu'on veut faire, que ce soit un type de travail de collaboratif, de concentration, réunion. Donc, ce sont tous des espaces différents qui offrent différentes de façons de se rencontrer et de se réunir. Parce que l'avenir, je crois, de plus en plus, n'est plus de travailler à un bureau, mais de travailler dans toutes sortes de lieux qui nous permettent quand même de développer ce qu'on a à faire. Puis les outils technologiques nous permettent cette mobilité-là qui était difficile à faire auparavant. Puis la clientèle des milléniaux, est-ce qu'ils apprécient l'environnement? Est-ce que ça a changé la façon de travailler au niveau de la collaboration envers les différents partenaires? Bien, je crois que l'environnement de travail, la façon qui est organisée, est très stimulant pour la majorité des gens. A été plus difficile pour ceux qui étaient habitués de travailler dans des bureaux fermés, puis qui ont dû déménager, parce que l'autre enjeu aussi, c'est que c'est pas seulement un environnement de travail, mais c'est une philosophie de compagnie. Et la philosophie, c'est d'avoir le meilleur environnement de travail, mais de nourrir l'esprit, le travail, l'esprit et aussi le corps. Donc, au niveau, pour nous, c'est important de mettre des saines habitudes de vie en place, d'avoir un environnement de travail sain, sans polluants, sans chimiques. On subventionne de la nourriture qui est faite par la réserve culinaire, faite par des chefs locaux, qui sont des plats préparés surgelés sans additifs, complètement naturels, avec des produits régionaux. Également, on favorise l'exercice physique, on a des programmes d'entraînement et tout ça. On favorise la mobilité active. Par exemple, lorsqu'on entre dans le bureau, la première chose qu'on voit, contrairement à un bureau typique, c'est pas l'ascenseur, c'est l'escalier. On a organisé le bureau pour obliger des déplacements, pour que les gens bougent, pour qu'ils se mettent en forme et aussi qu'ils se rencontrent. Puis est-ce qu'il y a eu une implication, en fait, de ces milléniaux dans la conception puis le design du projet pour adhérer à une philosophie de travail qui correspond à ce qu'ils recherchent? Bien, le bureau a voulu que ça reflète nos valeurs, nos façons de faire. Nous, notre mission, c'est de créer des meilleurs environnements de vie pour les futures générations. Donc, on s'est dit, il faut donner l'exemple à travers le bâtiment. C'est quoi les meilleurs environnements de vie, autant au niveau de travail qu'autant au niveau de l'empreinte de carbone. Et on veut réaliser ça de façon en visant l'excellence dans la conception, en visant ce qu'on appelle le net positif.
et dans une approche transdisciplinaire. Donc, ce qu'on a fait, on a regroupé une équipe de différents professionnels dans différentes disciplines, que ce soit architecture, design intérieur, développement durable, ingénierie, branding et tout ça pour brainstormer sur qu'est-ce que devrait être le futur bureau, puis comment on va arriver là-bas. C'est que c'était un grand travail de collaboration qui a duré, qui a été fait quand même dans un laps de temps assez court parce qu'on a déménagé rapidement. Puis, est-ce que ça a servi comme d'un laboratoire pour vos futurs projets, pour d'autres clients? En fait, je vois que vous avez fait beaucoup de recherches pour essayer de trouver un environnement de travail adapté aux nouvelles tendances du marché. Alors, est-ce que ce travail de fond a permis de l'innovation qui sera réutilisée éventuellement? Mais on s'est questionné sur la façon de travailler, donc les espaces de travail, les espaces collaboratifs, les espaces à air ouvert. Donc ça, c'est une des premières choses qu'on a mis en place qui est assez différenciateur. L'autre point qui est de viser le net positif. Qu'est-ce que c'est le net positif? C'est d'avoir une empreinte de carbone positive et d'avoir également au niveau environnemental et du bien-être. C'est qu'on a travaillé fort pour faire un bâtiment qui, finalement, ne consommerait pas d'énergie. À l'origine, c'était un petit peu, pas utopique, mais il n'y a pas beaucoup de bâtiments qui sont faits comme ça. Puis ceux qui sont faits, en général, ils ont coûté assez cher. Et moi, j'ai dit, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire un bâtiment qui consomme aucune énergie au même coût de capital qu'un bâtiment conventionnel? Alors là, évidemment, dans le modèle actuel de comment on travaille, les architectes, les ingénieurs, c'est tous des silos, ben là, on m'expliquait que c'était possible, mais ça allait coûter cher. Alors... Donc, vous avez impliqué les collaborateurs à participer à cet aspect innovant-là, puis à essayer de trouver des nouvelles façons de... Oui, ce qui est arrivé, c'est que j'ai reçu le livre, la biographie d'Elon Musk pour Noël. Okay. Mes enfants m'ont donné ça. Puis je suis parti, je l'ai lu, je suis parti en vacances, puis je l'ai lu à une journée et demie. Puis après ça, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un édifice avec la même philosophie que Musk a fait la Tesla? C'est-à-dire, plutôt que de prendre un véhicule standard, puis d'essayer de mettre des systèmes électriques, de repartir d'une feuille blanche, puis carrément réinventer le véhicule. C'est pourquoi on ne fait pas la même chose? On réinvente complètement qu'est-ce que c'est un bâtiment. Donc, à partir de zéro, en intégrant l'ensemble des principes qu'on connaît. C'est que j'ai réfléchi beaucoup, j'ai fait beaucoup de recherches. J'ai quand même une certaine connaissance dans le milieu, dans le domaine. Puis, pendant mes vacances, j'ai élaboré un certain concept qui allait utiliser moins d'énergie avec des plus petits systèmes, avec un principe très, très simple. Si on économise l'énergie, ça veut dire qu'on utilise moins. Si on utilise moins, les pompes devraient être plus petites, les systèmes devraient être plus petits. Okay. Donc, ça devrait coûter moins cher. C'est qu'en revenant, j'ai parlé avec quelques ingénieurs jusqu'à temps qu'il y en a un qui me dise « Oui, on est capable de faire ça. » Puis là, on a dit « Bien là, on le fait. » C'est que c'était vraiment un laboratoire essai-erreur parce que c'est vraiment intégré l'architecture, les façons de faire, la mécanique et tout ça. Et de toute façon, on s'est dit, on ne peut pas faire ça qu'un client. Parce que c'est tellement essai-erreur, recherche et développement que les clients, ben, ils n'accepteront pas de devenir les cobayes. Nous, on est chanceux, nos collaborateurs, les employés, ils ont quand même une grande capacité, une grande patience, qui ont accepté d'être des cobayes. Puis ils ont été des cobayes parce que le premier hiver, lorsqu'il a fait moins 25, il faisait 12 dans le bureau. OK. Parce que le système, pour toutes sortes de raisons, on avait des problèmes de balancement. Le premier été, quand il a fait 30 dehors, il faisait 24 dans le bureau. Alors là, même, on avait ventilation naturelle, mais c'était un peu chaud pour travailler. Donc, on a dû faire des ajustements que maintenant, c'est réglé, mais que ça aurait été difficile de faire pour quelqu'un d'autre. Puis c'est quoi la réaction, en fait, des employés au jour 1, quand ils sont rentrés dans le bâtiment? Est-ce qu'ils ont été perturbés par tous ces changements-là au niveau de leur travail au quotidien? Je crois qu'en général, c'est difficile de parler pour les autres, les gens ont beaucoup apprécié l'environnement de travail, la localisation.
parce qu'on est quand même sur une station de métro avec 2 lignes, Lionel-Groulx, ont beaucoup apprécié la tendance de ce qu'on voulait faire, mais ont beaucoup apprécié l'environnement avec, je pense, le soin qu'on a apporté à créer un meilleur environnement à l'intérieur de l'air pur, pas de CO2. Donc, on a beaucoup de plantes, beaucoup de murs végétaux qui filtrent. On a de la ventilation naturelle. Donc, je crois que ça, c'était très apprécié. Donc, le développement durable, l'efficacité énergétique, le confort des usagers, ça avait été vraiment ce qui a propulsé l'innovation de ce projet-là. Oui, tout à fait. C'est comment créer des environnements de travail qui vont favoriser, disons, la productivité chez les gens, mais dans un environnement sain. Puis, comment on est capable d'avoir un impact positif sur la planète aussi. Parce qu'on ne peut pas continuer à gaspiller toutes les ressources. Il faut commencer à trouver des solutions pour arrêter l'inertie du gaspillage. C'est ça, vous êtes vraiment dans l'air du temps avec l'efficacité énergétique, la transition énergétique là, présentement qui fait sa marque dans le marché puis dans la société québécoise. Comme on a calculé qu'un bâtiment comparable aurait utilisé 2300 tonnes de carbone. Ça, c'est l'énergie intrinsèque des matériaux et de tout ça pour le construire. Nous, avec tout ce qu'on a fait, on a utilisé 100 tonnes. Donc, c'est une grosse économie. Différence, oui. Puis les 100 tonnes, mais c'est l'équivalent de 5 arbres, puis on les a plantés. OK. Donc, on y arrive Donc, on pourra dire qu'on est carbone neutre avec notre bâtiment. Un beau défi, une félicitation, on est énergie beau projet. neutre, énergie zéro aussi, parce qu'on consomme 15 de l'énergie d'un bâtiment conventionnel. Puis le 15 on va le produire avec des panneaux photovoltaïques. Donc, vous avez fait la recherche, vous avez dû, j'imagine, étudier d'autres projets de bâtiments à travers le monde là, qui ont été faits, puis vous avez recyclé peut-être certains concepts? En fait, on a étudié tout ce qui se faisait de plus performant à travers le monde, évidemment. On l'a adapté ici, au Québec. Il y a deux grandes différences ici avec le reste du monde. Un, on a des hivers beaucoup plus froids qu'ailleurs dans le monde, donc plus grande demande en chauffage. Et deux, on a un coût d'énergie qui est le plus bas au monde. Donc, les incitatifs pour économiser de l'énergie ne sont pas aussi faciles que lorsqu'on paie l'énergie très chère. C'est ça, hein, l'énergie, l'efficacité énergétique, en fait, lorsqu'on est dans un contexte où le coût de l'énergie est moins cher que dans le reste du monde, ça doit être un défi majeur pour un type de projet comme celui-là. Oui, parce que premièrement, l'énergie hydroélectrique au Québec coûte à peu près rien. Au Québec, ça doit être l'endroit le moins cher où on produit l'énergie probablement au monde. Et deuxièmement, c'est que l'énergie est produite par l'hydroélectricité, donc est déjà, on pourrait dire... verte. Déjà verte. C'est que comment faire plus vert que de l'énergie hydroélectrique qui ne coûte pas cher? C'est tout un challenge. C'est que si on réussit ici, ça veut dire qu'on peut réussir partout dans le monde. Puis c'est ça c'est ce qu'on s'est donné comme défi, c'est qu'on allait se construire un bâtiment pilote, on allait le travailler, puis après ça, on allait le déployer le modèle ici, puis à l'extérieur, partout. Donc, ça va être la référence en termes de projets efficaces, durables et adaptés à la nouvelle génération qui s'en vient pour l'avenir de demain. Je ne sais pas si ça va être la référence, mais c'est définitivement un jalon dans comment réaliser des bâtiments, des environnements de travail durables pour les prochaines générations, mais je répète, avec un coût de capital similaire à un bâtiment traditionnel. Donc, c'est simplement plaçant les énergies, en posant les gestes aux bons endroits, en prenant les bonnes décisions. Vraiment, le projet est parti d'une vision claire de développement durable, puis de performance au niveau des employés, qui a fait en sorte que vous avez réussi à innover. Oui, tout à fait. Puis lorsqu'on a mis la barre en disant est-ce qu'on pourrait être net zéro énergie, net positif carbone, c'était un beau défi, mais honnêtement, on ne savait pas comment y arriver.
Donc, c'est un gros effort de simulation énergétique et puis de développement durable, d'essayer de trouver des nouvelles solutions. J'imagine qu'il faut travailler avec ses collaborateurs pour essayer de trouver les meilleures façons puis les pratiques les plus efficaces. En fait, aujourd'hui, faire une intervention dans le milieu bâti, que c'est un bâtiment en l'occurrence, ça touche tellement de secteurs d'activité, ça touche tellement qu'un seul individu peut difficilement avoir toutes les capacités, tous les talents pour le réaliser. Aujourd'hui, si on veut, il y a toute la notion de comment on va créer quelque chose qui va avoir un impact positif pour la collectivité. Donc, il faut comprendre la collectivité, qui va avoir un impact positif pour les usagers, les gens qui vivent dans les bâtiments. Donc, il faut comprendre pas juste l'extérieur du bâtiment, à l'intérieur, comment on va avoir un impact sur l'environnement. Donc, ce sont toutes des compétences qui se retrouvent dans différentes personnes, différents talents qu'on doit réunir. C'est qu'aujourd'hui, de créer des projets seuls, fermés, en vase clos, c'est donc le modèle traditionnel de l'architecte d'il y a plusieurs années, il n'existe plus. L'architecte aujourd'hui est plus, je dirais, un chef d'orchestre qui travaille avec les différents membres d'une équipe pour trouver des solutions, pour arriver à atteindre des objectifs, des fois qu'on se fixe assez élevés. En fait, l'architecte, c'est lui le visionnaire qui propose une idée maîtresse où, en fait, l'ensemble des collaborateurs vont s'impliquer pour arriver à rendre, en fait, un bâtiment plus innovant, puis plus durable, avec une moins grande empreinte énergétique. En fait, j'irais plus loin que ça. Je dirais la qualité du design, la qualité de la conception de ce qui est fait, ce qui est conçu, a un impact direct sur notre qualité de vie. Et dans le cas de l'architecture, c'est pas de l'éphémère. C'est 50 ans, c'est 100 ans. C'est qu'on se doit de réfléchir pour les prochaines années, puis on se doit se réfléchir l'impact sur les prochaines générations. Puis le design nous permet de réfléchir à des solutions pour comment on va pouvoir vivre mieux dans les prochaines années. Puis je pense que c'est un outil qui est très performant pour créer la beauté autour de nous, puis créer un environnement dans lequel on se sent bien, et en même temps, en étant conscient, puis en étant respectueux, puis en prenant ses responsabilités face aux enjeux qu'on connaît aujourd'hui sur notamment l'environnement. Bien, merci. Je pense que c'est un projet porteur qui va être repris par plusieurs autres clients qui vont rechercher à créer un environnement de travail similaire pour leurs employés puis les générations à venir.